Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Musique de James Bond, parce que tu nous écoutais jaser avant la pause, Stéphane, et je comprends que tu as ta propre opinion sur Amazon MGM qui rachète le contrôle créatif de l'univers James Bond. J'en ai pas franchement une totale parce que j'attends avec espoir qu'on retourne effectivement à l'ADN du personnage. Puis un lien qu'on oublie souvent avec le Canada parce qu'un des co-créateurs de la franchise, Harry Saltzman, c'est un petit gars de Sherbrooke qui a mis au monde à côté de Kubi Broccoli, qui est évidemment aujourd'hui le producteur associé à la franchise le plus durablement parce que c'est sa fille qui a repris les rênes et son mari, Michael Wilson. Mais il y a un lien canadien, certainement sur les 9 premiers films de la franchise, après quoi je pense que M. Saltzman avait vendu à MGM ses droits parce qu'il y avait quelques problèmes d'argent. Mais c'est une anecdote que j'aime souligner à l'occasion. Il y a un peu de Capitaine Canada derrière James Bond. Bon, c'est bien de le rappeler, mais ouais, on est tous, je pense, curieux de voir comment la nouvelle administration va réinventer le personnage et est-ce qu'on va essayer de... Mais moi, je veux pas qu'on le réinvente, d'ailleurs. Je veux juste qu'on garde ce qu'il est depuis toujours. Anachronique, évidemment, qui n'est pas avec l'ère du temps ou avec la rectitude politique de l'époque, mais c'est aussi ça, James Bond, c'est ses improbables exploits. Ça ressemble pas beaucoup à ce qu'est un espion dans la vraie vie, mais je crois que... Et d'une certaine manière, dans les films de la franchise des dernières années, il y a eu des moments où on a retrouvé, particulièrement dans Casino Royale, quant à moi, le James Bond comme il n'avait jamais été incarné à l'écran. J'espère qu'on saura se souvenir de ça quand on va faire le casting du prochain personnage et écrire aussi les scénarios qui vont avec. Bon, fait que tu vois pas... Une femme péruvienne handicapée comme étant James Bond, là, pour être plus représentatif de la nouvelle. Alors non, c'est pas ça l'idée. Je comprends bien. J'ai vu qu'il y avait des articles dans la presse française sur le match de hockey d'hier soir entre le Canada et les États-Unis. Est-ce à ce point? Je me suis d'abord couché, moi, un peu jaloux de vous qui pouviez le voir à une heure normale. Ouais, moi, j'ai couché trop tard quand même, je vais t'avouer. Mais il y a eu un moment où je me suis réveillé dans la nuit, puis je suis allé voir les résultats, puis quand j'ai compris que c'était une victoire en prolongation, c'est rare que j'ai mon cœur accroché à notre sport national, mais là, franchement, j'étais content, même content de la réponse vite envoyée par Justin Trudeau pour rappeler à Donald Trump, certainement pas à tous les Américains. Vous n'allez pas nous piquer notre pays, vous n'allez pas nous piquer notre sport national. Je trouvais que dans les circonstances de la joute, c'était amusant. Et j'ai jamais vu ça. En France, ce matin, je faisais un plateau assez tôt et il y avait au minimum 3 ou 4 personnes qui m'ont demandé, et puis, est-ce que le Canada a battu les États-Unis? Ça correspond, je pense, à l'état de choc collectif dans lequel est la planète suite au jab, uppercut et autres coups portés par Donald Trump et qui ont déstabilisé Monsieur Macron, qui d'ailleurs sera à Paris, qui est à Paris, mais qui sera à Washington lundi prochain. En ce moment, le match collectif que livre Donald Trump contre tous ses ennemis et partenaires intéresse, au point où on suit un match de hockey en espérant que les Canadiens, parce que l'histoire du 51e État, ça défraie aussi la manchette ici, en espérant que les Canadiens l'emportent. On parle rarement de hockey, mais là, c'est l'exception. Oui, je te crois qu'on parle rarement de hockey à Paris. C'est fait finalement la validation de Kash Patel au FBI. Peut-être une des nominations les plus intrigantes là, que avait proposé Donald Trump. Il va faire quoi à partir de maintenant? Parce que si on fait la somme de ses déclarations passées, il doit y avoir des gens au FBI qui s'interrogent sur leur futur. Comme il y a plusieurs employés de l'État qui s'interrogent sur leur avenir, compte tenu de ce qu'on coupe allègrement un peu partout, particulièrement tous ces employés de l'appareil fédéral qui sont encore en état de probation. Puis selon les ministères, ça va d'1 an à 3 ans, donc beaucoup plus vulnérables et ça coupe effectivement très allègrement. Moi, ce qui m'intéresse dans ça, puis on en parlera peut-être la semaine prochaine, c'est du point de vue de M. Trump, l'extraordinaire travail de J.D. Vance qui a ciceronné en coulisses
glissent ces candidatures improbables pour devenir des ministres du gouvernement fédéral. À ce jour, c'est un score parfait. Moi, j'avais des réserves, non pas sur le personnage, parce que sa candidature m'intéresse, mais des réserves quant à ses chances politiques de survivre. Je pense à Tulsi Gabbard, qui est devenue la grande patronne du renseignement. Il y avait évidemment Kash Patel, qui a eu des déclarations, mais intempestives, disant il faut fermer le quartier général du FBI à Washington. Il faudra aussi peut-être instruire des affaires contre les ennemis de M. Trump. Donc, comment ça va s'incarner concrètement par-delà les déclarations du citoyen un peu énervé par moment sur les réseaux sociaux avant et de celui qui devient le patron du FBI, puis Robert Kennedy Jr. la semaine passée. Une semaine, je le souligne quand même, pour Kennedy et pour Tulsi Gabbard, où le vice-président n'était pas en ville, il était en Europe. C'est donc dire que l'on savait, j'en parlais un peu la semaine dernière avec Alexandre, on avait fait nos calculs et on savait qu'on n'aurait pas besoin de lui pour un vote décisif quand la validation a été faite au Sénat. Donc, le travail avait été fait et bien fait. Seul Mitch McConnell, la semaine dernière, qui lui n'a plus rien à perdre parce qu'il ne se représentera pas, ancien patron de la majorité républicaine, s'est opposé. Et hier, ces deux républicaines qui ont dit non, mais ça prenait juste 50 votes. Il y en a eu 51 qui ont appuyé Kash Patel à suivre. Mais ça me donne envie de te parler peut-être la semaine prochaine de J.D. Vance, qui a été beaucoup sous-estimé et qui s'avère être un puissant un opérateur politique. Là. Ben, c'est ça. Puis un vice-président présent, parce qu'on avait reproché à Kamala Harris qu'on la voyait peu ou qu'on ne la voyait pas jouer un rôle tellement actif. C'est pas le cas du vice-président actuel. Là. Du tout. Du tout. Et c'est pas une potiche. Et c'est quelqu'un qui a aussi, c'est formidablement important dans la donne, je dirais, psychologique du personnage Trump. Il est plus intelligent, J.D. Vance, qu'il n'est animé par son ego. C'est-à-dire qu'il sait rester dans l'ombre quand il le faut. C'est essentiel si on veut pas... on veut survivre sous Trump, oui. Survivre et vivre avec la foudre de Trump, oui. Ouais. M. Trump n'aime pas tellement l'ombrage sur lui. Beaucoup. Élection en Allemagne, je pense au niveau international, c'est le gros événement qu'on va suivre en fin de semaine, entre autres la performance là, de l'extrême droite. Alors, ça nous semble toujours très, très loin, ces choses-là. Or, ça va avoir un impact parce que c'est la capacité qu'auront les Européens à s'imposer face à Donald Trump dans un contexte de négociation sur l'Ukraine, mais sur un ensemble d'autres enjeux qui est directement interpellé par ce qui va se passer. C'est une coalition qui était au pouvoir depuis un certain temps, qu'on disait feu de circulation, vert, jaune et rouge, rouge pour les sociodémocrates, jaune pour les libéraux-démocrates et vert pour les écologistes qui formaient ensemble l'équipe au pouvoir. Ça n'a pas été une combinaison qui a été très efficace. Il faut voir que on n'est pas habitué en Allemagne à ce que le Parlement, ou plutôt l'équipe au pouvoir, force une dissolution du Parlement. C'est le royaume de la stabilité politique. Oui, il y a eu des coalitions, mais en général, ça fonctionne durablement. C'est la marque de commerce de l'Allemagne, cette espèce de stabilité. L'instabilité, c'était les Italiens avant, c'est tranquillement devenu les Français. Et là, c'est potentiellement les Allemands. Parce que faut voir qu'il n'y a pas un parti qui, dans les sondages, va pouvoir former un gouvernement majoritaire. Il va falloir faire des coalitions. Et tu le disais, dans un contexte très difficile, parce que qui est en deuxième position en ce moment en Allemagne, c'est l'AfD, l'Alliance pour l'Allemagne, parti qui est... à droite de la droite et même de l'extrême droite traditionnelle, surveillé par les services de renseignement allemands, parce que certains de ses porte-paroles sont considérés comme une menace à la Constitution. Ouais. Mais qui gagnent leur vote comment? C'est par la fatigue des gens avec les mouvements migratoires, là. C'est encore ça. C'est beaucoup lié, c'est plein de choses. Une des, je dirais, des interprétations à laquelle je n'adhère absolument pas, parce que depuis un certain temps, on dit l'AfD en Allemagne, si elle est en deuxième position, c'est parce que Elon Musk lui a donné toute une vitrine et que J.D. Vance, la semaine dernière, a tendu la main à sa leader, Alice Weidel. Le succès de l'AfD dépasse très largement l'attention que portait M. Musk au parti politique. Ça précède aussi une des premières conversations qu'on a eues en septembre dernier, c'était sur les résultats électoraux de l'AfD dans des Länder, l'équivalent de nos provinces.
dans l'est de l'Allemagne, où il y a beaucoup de mécontentement sur la question, oui, migratoire, puis je vais y revenir, mais aussi sur cette impression de déclassement pour les citoyens de l'Europe de l'Est ou de l'Allemagne de l'Est, qui ne sont pas nécessairement dans le seul ressentiment face à l'immigration, mais qui ont l'impression, eux, d'être méprisés, foulés aux pieds par l'ancienne Allemagne de l'Ouest et ses élites, appelons ça de même, aux élections donc provinciales des Länder. L'AfD, dans un cas, est arrivé en première position. Et là, ils sont en deuxième place avec une candidate totalement atypique, Mme Wendel, dont je te parlais, qui est donc au sein du parti depuis 2013, mais qui correspond en rien à ce qu'on pourrait s'imaginer être un leader d'un parti d'extrême droite. Alors d'abord, c'est une banquière qui a très bien réussi sa vie, qui a travaillé pour des grandes institutions américaines, qui parle le chinois, qui a vécu en Chine, qui est lesbienne, en couple avec une Sri Lankaise, qui a 2 enfants et qui tient effectivement ce discours extrêmement restrictif, pour ne pas dire davantage, sur la question migratoire. Ça marche. La campagne qui est amorcée depuis plusieurs semaines a été ponctuée, tu le sais, de plusieurs attentats à la voiture bélier. La plus récente, c'était à Munich, juste avant la conférence sur la sécurité. Il y en a eu une qui a fait 6 morts à un marché de Noël un peu avant Noël. Dans la plupart des cas, ce sont des migrants sans papier qui sont au volant de ces voitures. Ça ne fait qu'accentuer cette pression. Et le candidat qui devrait l'emporter, leader des chrétiens démocrates, qui tient lui aussi sur l'immigration un discours très, très, très costaud, a même osé faire quelque chose qui n'avait jamais été vu dans l'Allemagne de l'après-guerre, de la logique du cordon sanitaire où les partis d'extrême droite, que l'on va dire même néo-fascistes, sont tenus à bonne distance. Il y a quelques semaines, a tendu la main à l'AfD pour dire on devrait ensemble faire adopter une loi pour contrôler les flux migratoires au Parlement allemand avec l'AfD. Ça n'a pas été adopté, mais par quelques voix seulement. Et ça a été conçu comme une espèce de trahison du pacte traditionnel de la politique en Allemagne, où jamais, au grand jamais, on accepte de faire affaire avec cette extrême droite. Alors, immédiatement, on s'est dit, il est coulé, M. Merz, c'est le patron des chrétiens démocrates, il est coulé, il a fait le geste de trop. Or, ces sondages n'ont pas beaucoup bougé. Il est à plus ou moins 30%. L'AfD à 20%. Est-ce qu'on sous-estime, comme on l'a fait beaucoup avec M. Trump, ce vote? On va le savoir dimanche. Et le challenge, c'est comment former une coalition, parce que c'est d'ores et déjà entendu que les chrétiens démocrates ne veulent pas avoir dans le gouvernement l'AfD. Donc, tu auras 20, 19, 21, 22% des électeurs allemands qui ne seront pas représentés. Et ça sera donc peut-être les écologistes, qui ne sont pas des alliés naturels, disons-le, pour un parti chrétien-démocrate extrêmement conservateur, mais il faudra trouver un moyen. Et en ce moment, on parle d'un espoir d'avoir un gouvernement stable à Pâques, mais ce n'est pas gagné. En Autriche, il y a eu des élections il y a plusieurs mois. Il n'y a toujours pas d'équipe aux commandes, justement parce que celui qui est arrivé en tête est un parti d'extrême droite infréquentable. Et face à Trump, qu'est-ce qu'on peut faire en Europe sans l'Allemagne? C'est une vraie question. Donc, ça semble loin, mais ça a un impact direct sur ce qui se passe dans notre monde. On va surveiller ça dimanche. Merci Stéphane.